Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour le 30e épisode de Lift Talk. Désolé pour cette absence la semaine dernière, notre ami le gros Vic était en vacances. T'étais où d'ailleurs? Mais en plus, c'est faux, tu dis de la merde parce que il y avait, c'est le mec qui baisse tout. Il y avait le podcast avec Gigi, si je dis pas de conneries. Oui, mais toi, t'étais pas Et après, disponible. bah oui, ah oui, d'accord, non, mais parce qu'il y avait pas, tu dis, tu fais référence qu'il y avait peu d'épisodes. Il y a peu De toute façon, d'épisodes parce qu'on était deux gros enculés de flemmards et qu'on en a pas fait. C'est ça la vérité. Parce que sinon, il y avait épisode avec Gigi, normalement, ça aurait pu être sans interruption. Ça aurait pu être Ouais. incroyable. Et ouais, Ok, c'est vrai non. qu'on prend des vacances parce qu'on est des enculés de chômeurs. Mais parce qu'il faut se rappeler que la force, c'est un truc de chômeur. C'est un truc de chômeur, la force. Ça fait partie des prérequis. Ça commence très très fort. On va se faire bannir les trucs. On pourra plus monétiser les épisodes. Tu dis trop de grossièreté, mon cher Victor. C'est vrai, putain, merde, excuse-moi, gros, je suis vraiment qu'un con, on fait chier. Ah bah, la C'est censure. c'est impossible d'être sérieux ici. Oh là là. Et donc là, donc là aujourd'hui, d'ailleurs, tiens, est-ce que ta préparation se passe bien, mon gros Victor? Très, très bien, ou très, très bien. Alors, j'ai appliqué un plan, comment dire. Là, donc, là, j'ai perdu un peu de poids, là, pour faire la caté, quoi, en gros, tu vois. Tu pèses Donc, je combien me là? dirige. Bah, alors, j'ai commencé, je faisais 83,5, on va dire. Et là, j'ai fait 81,6, je sais plus, avant-hier matin, je pense, comme ça. Et du coup, Ok. hier, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'ai un gros squat, tu vois, samedi, là, enfin, du coup, demain, à partir du moment où on enregistre, et un gros terre aussi. Je me suis dit, OK, faut pas que la perte de poids soit trop gênante non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec un pote, on allait s'acheter une entrecôte d'1,4 kg et 1 kilo de pommes de terre grenaille. Et on a mangé ça. On a mangé ça, tu vois, hier. Mais en Avec même temps, Thibaut? exactement, mais en même temps, pour rester quand même, tu vois, paf, et ben on a fait 2 heures de ping-pong. Donc finalement, c'était bien équilibré, tu Ouais. vois, c'est ça. Bah, sachant qu'en plus, ce gros-là a mangé quand même plus que moi, parce que lui, c'est quand même un sacré gros. Et du coup, moi, finalement, j'ai pas mangé tant que ça, en fait. C'est resté très raisonnable. Ouais. Ok. Donc là, ouais, Momo, t'as perdu 1 kilo depuis en une semaine, deux, quoi. deux, Non, mais un peu en plus une qu'une semaine. semaine. Ah ouais, plus ou moins, ouais. Ok. D'accord. Et Ok, bah. ma technique secrète, c'est le Coca-Cola zéro. Les bulles, ça cale de ouf. Ah ouais? Ah, Ouais. moi, je sais pas, je bois pas de boisson gazeuse, mais ok, d'accord. Bon, bah, Alors, petit moi, tips je trouve pour que les avec auditeurs. l'eau pétillante seule, déjà, ça fonctionne vachement bien, ouais. Ça fonctionne très bien. Ok, d'accord. Ouais, bah, écoute, c'est cool. Alors, si tout se passe bien, ouais, donc tu seras largement au poids pour fin septembre, quoi. Parce que là, il Ah reste oui, oui, encore un mois et demi, quoi. ouais. Et donc, toi, tu te prépares pour ça. Et après, ta prochaine échéance, l'échauffement, c'est finale rep. Et puis, la compétition finale, Et c'est les puis, ouais, championnats de France. la vraie compétition, là, c'est FNSL en décembre, du coup. C'est ça. Donc, champion objectif, première place. Ouais. Disons les choses. Bah, de toute façon,
façon, c'est quoi la phrase de merde déjà? C'est comme, tu sais, les meufs qui se font tatouer Only God can judge me. C'est la phrase de merde, c'est viser la lune pour arriver dans les étoiles, je crois. C'est vraiment, ça, c'est la phrase de fils de pute, ça, putain. Ok, ok. Et donc là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, enfin, on va décomposer en 3 sujets. On va faire une introduction. On vous a souvent parlé sur ce podcast de compétition, comment les aborder, etc. Et ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant, qu'on aime bien traiter. Et donc là, on va commencer déjà par comment dire, vous expliquer quel niveau il faut pour aborder des compétitions. Alors, bon, bah, en fait, ça va être très rapide, hein, parce que il n'y a pas de niveau réellement requis. C'est plus selon vous, votre envie et votre ego. Alors, il y a 2 écoles. Il y en a certains qui vont attendre d'avoir un certain niveau avant de s'inscrire à une compétition. D'autres vont plus prendre ça comment dire, moins à cœur et on va dire qu'ils vont participer à des compétitions pour se créer une expérience, prendre en expérience, se confronter aux problèmes qu'on rencontre souvent lors des compétitions, etc. Donc ça, en fait, c'est vraiment selon la personnalité, j'ai envie de dire, des gens. Victor, est-ce que tu Après, nous entends? Parce que ouais, tu ouais, mais frises là. ah ouais, je crois que Ah tu non, c'est m'entends, bon. toi. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bah, après, on en avait déjà parlé, mais de toute façon, c'est pas tellement une question de personnalité, c'est plutôt que il y a une bonne façon de voir les choses et une mauvaise façon de voir les choses, tu vois. C'est que si t'attends d'avoir entre guillemets un X niveau, non mais c'est vrai, on l'a dit 1000 fois. Pour Ouais, faire une mais compétition, bah, tu repousseras ah, sans cesse tes standards en fait. Ça sert à rien. Commence à prendre ouais, de l'expérience dès que tu peux. Et de toute façon, si le niveau requis minimum, ça reste les minimales de la compétition. Donc après, il y a des ouais, voilà, compétitions c'est ce où que j'allais il n'y dire. a pas, ouais voilà, il n'y a Et pas c'est 40 000 personnes, donc il y a pas de minima quoi. et c'est le fait que tu maîtrises tous les mouvements avec un lest minimum de 0,250 grammes, quoi. Ouais. Bon, En après, gros, c'est ça, hein. s'il y a un mec qui se pointe faire, s'il y a un mec qui se pointe faire une dips à 250 grammes, ça sera quand même très fort. Juste Pour les pour le muscles, je dis troll. pas, mais Juste ce pour le serait, ce troll, serait, tu sais, genre, le mec, il a 350 au squat, il s'en fout, tu vois. ah oui, voilà. Ça serait Il énorme. fait, il fait 180 kilos de poids de corps, donc une traction c'est trop dur, ouais, mais du coup il ferait même pas de muscle up. Ah. C'est comme tu sais le mec tout fin qui se tanne et qui va faire une compète de body, genre. Il y a Ça, plusieurs réels comme ça sur ça se voit Insta. souvent. Donc du coup, après, voilà, moi, je voulais apporter un petit peu de nuance par rapport à ça. Après, libre à vous, même si on vous encourage, vous l'avez compris, à participer à des compétitions. Surtout que maintenant, les compétitions, il y en a de tout niveau. Donc, il y en a vraiment maintenant assez régulièrement. C'est plus comme avant. Donc, c'est vraiment beaucoup plus accessible et moins élitiste qu'avant. Donc ça, c'est une chose. La seconde chose, je reprends mes notes parce que je veux pas le faire dans le désordre. Le sujet qui vient juste après ça, c'est combien de compétitions, et merci à Virgile encore hein, pour ses idées de podcast. En fait, Ouais, c'est Virgile ouais, qui fait les podcasts, en fait. En fait, c'est vrai. faudrait presque qu'il intervienne, en fait. C'est presque son podcast, en fait. C'est vrai. Et donc, combien de compétitions, en gros, la fréquence des compétitions par an et comment les choisir? Victor, je te laisse la parole. Et ben, à l'enculé. Et ben, comment les choisir? Et ben, ça dépend de vos critères. Moi, par exemple, le choix est simple. Je choisis Final Rep et FNSM. Et puis, c'est fini. Et puis, voilà. Et en fonction de ce que vous voulez faire, ça dépend de votre niveau et ça dépend de justement ce qu'on disait avant, c'est les minima requis pour accéder à la compétition. Donc, ben, typiquement, Final Rep et FNSM, il faut des minima élevés. Donc, si vous les avez pas, bah, choisissez pas ces compétitions-là. Il y a les premiers pas FNSL. Il y a les compétitions régionales qui s'ouvrent de plus en plus. Après, et puis après, il y a aussi, c'est vrai que là, on peut rentrer dans le détail un peu plus, mais
Il y a par exemple traction only, dips only aussi. Donc là, ça rajoute encore des choses. Et, euh, et comment les choisir? Ça va rejoindre en fait un petit peu la question de l'espacement des compétitions, du nombre de compétitions qu'on veut faire. Mais typiquement, s'il y a deux compétitions qu'on veut faire et qu'elles ont trop peu d'intervalle de temps l'une et l'autre, eh ben, il va peut-être falloir en sélectionner une préférentiellement. Et, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire. On va dire l'écart minimum, je pense, entre deux compétitions. Bah, c'est un petit peu ce qu'on avait dit quand on avait dit l'écart minimum en fait pour se tester entre deux périodes d'entraînement. Exactement. Je pense qu'on avait dû dire quelque chose comme 3 blocs. Et ça que ça me paraît plutôt pas mal. Donc, entre guillemets, environ 3 mois. Il faudrait qu'il y ait 3 mois entre deux compètes pour que ce soit effectif. En fait, pour avoir tout simplement le temps, justement, quand on était la dernière fois, tu vois. Parce que, du coup, je repars de ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu parlais de Thibaut, tu vois. Et ben, la dernière fois, quand on était au resto ensemble, là, et qu'il y avait Thibaut, etc., et ben, justement, sa copine, elle disait, ouais, mais vous faites des compétitions tous les, je sais pas combien de temps, quoi, genre très espacées. Et elle fait du cheval, et elle dit, moi, je fais des compétitions toutes les semaines. En gros, un peu pour se foutre de notre gueule, tu vois. Genre, et c'est vrai que t'as pas un sport, genre le foot, beaucoup de sports courts, par exemple, je fais des compétitions toutes les semaines. Et puis même en altéro, d'ailleurs. En altéro, ça arrive souvent que les mecs fassent des compétitions toutes les semaines ou une semaine sur deux. Et pourquoi est-ce que en force, genre street lifting et force athlétique, tu peux pas faire ça? C'est parce qu'en fait, c'est tellement des trucs où tu peux progresser sur du tellement long terme, enfin que sur du long terme, en fait, tellement besoin de phase de construction. C'est vraiment cette logique-là de construire qui est hyper importante. Et que le truc, c'est que si tu construis pas suffisamment entre deux compétitions, bah, après, tu peux faire des compétitions très rapprochées, mais c'est juste que faudra pas en espérer une progression incroyable, quoi. Ouais, tu vas quasiment pas progresser, voire sous-performer sur la deuxième échéance. C'est ça. Ah, Frustré. après, Frustré. il y a des stratégies, par exemple, un peu différentes pour nuancer, où il y a des personnes qui vont faire des compétitions, peut-être avoir une fréquence un peu plus élevée, mais avec, en gros, des espérances lors de cette compétition, Ah ils oui, vont oui. pas, ils vont pas faire des RPE 10 sur leur dernier essai. Et ils vont se dire, bon, tiens, c'est peut-être une compétition qui peut me mettre en jambes, qui peut me réhabituer un peu aux ordres, etc., à l'ambiance d'une compétition. Et me dire, voilà, je pars sur un truc genre les troisièmes barres, essayer de plager sur RPE 8. Et en gros, je suis pas à fond lors de ma compétition. Et voilà, donc ça aussi, c'est un truc, je pense que ça s'applique plutôt à des gens qui sont avancés, voire très avancés, parce que déjà, faut se connaître, faut pouvoir se modérer. Ah, bah oui. C'est pas évident parce que des fois, tu es pris dans la hype de la compétition et c'est souvent comme ça qu'on se fait avoir d'ailleurs, hein, même qu'on n'a pas comme projet de faire des troisième essais RP8, mais on a toujours tendance à vouloir se surestimer parce qu'on se sent bien. Il y a les potes qui encouragent, etc. Donc ça, vraiment, c'est aussi ça, ça fait partie de l'expérience. Mais ouais, je rejoins vachement Victor. De toute façon, je pense que quand vous êtes débutant, en gros, vous allez pouvoir avoir une fréquence de compétition beaucoup plus importante que quelqu'un qui est confirmé. Quelqu'un qui fait partie même de l'élite. Et d'ailleurs, ça, on le voit souvent. Il y a même des mecs, ils choisissent une seule compétition par an, hein. Ah, bien sûr. Ça se voit hyper régulièrement. Et moi, je pense que ces personnes-là, ils ont raison parce qu'ils construisent tout le restant de l'année. Ils ont déjà fait, quand ils étaient débutants dans la pratique, beaucoup de compétitions et tout. Donc, ils ont déjà de l'expérience. Ils n'ont pas besoin de se confronter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils connaissent en gros l'importance, ils ont conscience de l'importance de ces phases de construction. Et c'est comme tu disais, voilà, si tu fais ça trop souvent, en fait, tu peux jamais construire. Et après, on en parlera après, mais il y a aussi tout ce qui est après compétition, et ça, on s'est confronté à ça aussi chacun, enfin voilà, plus ou moins, on va dire positivement. Mais souvent, l'après-compétition, c'est pas terrible, quoi. Au niveau des Ouais, ouais, bien sûr. performances, au niveau de l'ego, etc. Il y a une chute, en fait, je dirais, physique, mais aussi psychologique. En fait, comme si le corps, de toute façon, sur la phase de picking et de taper, en gros,
vous exploitez le plein potentiel de votre corps, etc., de vos ressources. Et après, il y a quand même une chute plus ou moins Un importante. Et ça, contre-coup, oui. c'est vachement individuel. Et moi, je sais que, par exemple, qu'après des compétitions, souvent, j'ai des douleurs qui apparaissent que j'ai pas en temps normal. Parce Ouais, que, en ouais. gros, je suis allé à fond pendant la compétition. Je suis vraiment allé dans mes retranchements. Et ton corps, bah voilà, il dit un peu merde, quoi. Et même au niveau de psychologiquement, c'est assez frustrant parce que en fait, tu étais sur un pic au niveau de ta force, et puis ensuite tu te dis, bah mince, je suis moins fort qu'avant, alors ça veut dire quoi? J'ai régressé, etc. Et ça, c'est aussi l'expérience, parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure des années, c'est un truc que voilà, vous allez passer au-dessus. Au début, on se pose des questions, on a tendance en fait à remettre vachement en question les choses et à voir sur le moyen et court terme. C'est alors que la progression, voilà, et dans ces sports-là particulièrement, faut le voir sur le long terme. Et même si vous avez des phases plateau ou voire même de régression sur des périodes assez courtes, faut pas s'inquiéter, quoi. Ouais, non, c'est très vrai. C'est tout à fait juste. De toute façon, il faut voir les choses de manière très globale. C'est pour ça qu'on dit que enfin, l'état de forme, il est, à un instant T, il n'est pas du tout représentatif de ce qu'on peut produire dans de meilleures conditions. Et c'est vrai qu'il faut énormément relativiser ce qu'on produit même à l'entraînement. Et c'est vrai que bah, moi, par exemple, tu vois, hier, j'ai fait des trucs qui étaient bien, tu vois, par rapport à ce que je vais faire sur traction et dips. Mais j'étais un petit peu, enfin, déçu, c'est un bien grand mot, tu vois, mais j'aurais voulu que ça passe plus facilement encore que ce que c'est passé, on va dire. Et c'est vrai que mon pote avec qui je m'entraîne, Thibaut, il m'a dit, mais en fait, on s'en branle parce que tu vois, c'est comment dire, c'est le jour de la compète que tout doit bien se produire. Et en fait, tu t'entraînes pour que les choses se passent bien à cet instant T. Et tout le long, le chemin est très sinueux, enfin très sinueux. Faut essayer évidemment que ce soit quand même pas trop le bordel non plus, mais disons que ton état de forme à un instant T, il faut vraiment pas trop s'y fier et il faut pas dramatiser, même quand tu es parfois un peu proche d'une échéance d'une compétition de passer des barres plus dures, etc. Bah, surtout quand tu as un picking qui est un peu dur, machin. Si tu récupères bien après, eh ben, tu peux vraiment, en fait, finalement, avoir un gros sentiment de bah, les barres te paraissent plus légères, etc. Bref. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment réussir à se détacher de ça. Mais après, le seul vrai moyen d'y arriver, je dirais, c'est de vivre tout simplement l'expérience plusieurs fois de sentir que bon, bah là, tu es fatigué. C'est vrai que peut-être ça te paraît un peu plus lourd que ce que tu aimerais, un peu plus lourd que ce qu'il faudrait, enfin, ce qu'il faudrait, ce que tu aurais l'habitude et ce que tu pourrais attendre. Et que finalement, en fait, une fois que tu as fait le taper, etc., tu as bien récupéré et tu sens que finalement, bah, le jour J, tout vole. Et plus tu vis ce processus-là, plus tu arrives à faire confiance à la chose de process, comme on dit. Et ça, c'est vraiment un truc qui est important. Parce que c'est vrai que parfois, tu pourrais être tenté. Tu sais, tu étais encore dans ta phase ascendante sur l'intensité et tu cumules de l'intensité, tu cumules de la difficulté, tu sens que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur, etc. Et tu pourrais tenter de te dire, bon, je vais baisser un peu précocement le volume, je vais baisser un peu précocement l'intensité. Sauf que le truc, c'est que, bah, ok, tu vas récupérer, mais ça se trouve, tu vas faire, bah, comme on dit souvent, tu vas piquer trop tôt. Et en fait, tu vas avoir ton sentiment de je suis en pleine forme, je peux produire un max de force, mais en fait, avant la compétition. Et du coup, le truc, c'est que ça, c'est pas un état de forme qui peut perdurer indéfiniment et arriver à la compétition, bah, tu te sentiras moins en forme que ce que tu t'es senti peut-être quelques jours avant. C'est même d'ailleurs un truc aussi qui peut arriver en body. En body, c'est plus dans l'autre sens, c'est plus après généralement. C'est plus Ouais. souvent après que finalement on est mieux que le jour de la compétition, mais c'est aussi parce que le stress de la compétition influe énormément au niveau hormonal sur le rendu physique qu'on peut avoir, la rétention d'eau, etc. Mais c'est un peu ce même principe. De toute façon, systématiquement, tous ces sports-là, bah, le body, c'est un peu le même principe, d'ailleurs, dans le sens où il y a besoin de phases de construction énormes, même encore plus, parce que là, souvent, ça arrive même qu'il y ait des mecs en body. Et ça, c'est un truc qui peut arriver et qui peut être nécessaire en force, passer un certain niveau, c'est d'avoir des phases de construction, là, qui, pour le coup, durent plus d'un an, quoi, de pas faire de compétition une année, une saison, et d'en refaire que la suivante pour vraiment réussir à construire, 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 et ensuite seulement exploiter ce que tu as reconstruit. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être nécessaires parfois. Ouais, ça, bah, ça, d'ailleurs, on l'a vu hein, avec certains mecs aussi à niveau national qui font pas de compète des fois pendant plus d'un an.
Et en fait, Genre pendant moi. 2 ans, ouais, aussi, ouais. Ouais, mais toi, c'est parce qu'il y avait, c'était pour quelle raison d'ailleurs que t'avais pas fait l'année dernière? Laquelle? La FNSL nationale? Je pensais que je serais pas assez fort. Mais en fait, Ah ouais, d'accord. Sérieux? ouais. Ah oui, Ouais, mais d'accord. je t'avoue, je me rappelle plus hyper bien de mon état d'esprit à ce moment-là. Je me rappelle plus, je pense qu'il devait y avoir peut-être un autre truc, genre je pense une question de timing qui était pas ouf, Ouais, parce que vu que c'était proche quand même de Noël, je sais que je partais en vacances, etc. Et bref, je me rappelle plus exactement de tout, mais je sais qu'il y avait, enfin après c'est toujours jouable, hein, ça aurait toujours été jouable, mais je sais qu'il y avait trop de trucs qui faisaient que ça me prenait la tête et finalement j'avais la flemme. Puis je m'étais dit ouais, je ferai l'année prochaine, je ferai 3 compètes parce que du coup bah, je voulais faire finale rep et du coup FNSL, mais aussi je voulais faire plutôt dans l'année ce qu'il y a eu l'année dernière, mais qui a pas eu cette année finalement, qui était King of Weighted, ah ouais, je sais plus le nom exactement de la compétition, mais la compétition en ligne de Mika Schulz, en gros. ok. Ok, ok. Bah ouais, donc en gros, c'est ça, c'est choisir vos compétitions déjà selon, enfin en gros, selon ce qu'il est possible de faire. Selon votre niveau, réduire peut-être la fréquence des compétitions. Et puis, ce qu'on parlait ensuite de l'après-compétition, c'est bah, tous les problèmes qu'on a abordés, le fait d'être moins fort, d'être moins en forme, d'être moins motivé aussi. Et ça, c'est un truc Ouais, on pourrait en parler rapidement parce que bah, vu qu'on coach des athlètes en street lifting, on est habitué à ça. C'est en fait les athlètes n'ont plus d'objectifs en tête. c'est Ils ça, étaient ouais. sur un gros focus mental sur cette compétition. Et après, bah, en fait, il n'y a plus rien après. Donc, souvent, la motivation après compétition, elle est vraiment ébranlée, tu vois. Et, Ouais, c'est vrai. ça, c'est un truc, moi, je le vois assez souvent. Surtout quand la compétition d'après, elle est dans longtemps, quoi, forcément. Parce que après, si tu as une compétition, genre 3, 4, 5 mois après, tu arrives à maintenir le focus et tout, tu sais qu'il faut pas trop que tu te Ouais. relâches. Et il y a un autre truc, et bah ça, c'est Anthony qui me l'a dit. Donc Anthony, si tu nous écoutes, c'était hyper intéressant. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, on parlait de tout ça. Et attends, je suis en train de réfléchir à ce qu'il m'a dit. J'ai perdu le fil du truc. Attends, vas-y, aide-moi, Victor. Si tu veux, Reprends la discussion. je dis des trucs, si tu veux, attends, parce que du coup, tu m'as fait penser à un truc que je trouvais intéressant. C'est que justement, ça, c'est vrai que c'est un fait qui est extrêmement réel et qui peut arriver de ouf. Le truc de, bah, tu t'es préparé Ah, pour une compétition, tu étais à fond dedans, etc. Et après d'avoir ce down, et c'est pour ça que je pense, et là, tu vois, c'est un truc qui m'est pas forcément, qui m'était, pardon, pas forcément venu à la base, et que je trouve très intéressant, c'est le fait de justement, en fait, essayer quand même d'avoir des compétitions entre guillemets assez fréquemment dans l'année, mais quand je dis fréquemment, voilà, c'est 3, 4 compétitions, je pense, je dirais max quasiment, 4 compétitions max dans l'année, mais quand même pour avoir du coup une fréquence, enfin, en fait, tu vois, tu te dis, là, tu vois, moi, je me mets à la place de moi-même, le mec égocentré. Tu vois, là, je vais faire finale rep, ensuite je vais faire FNSL qui est quand même assez proche pour le coup, donc là, maintenir le focus sera pas trop compliqué, mais après, une fois que FNSL est faite, tu vois, en décembre, eh ben, il y aura certainement pas d'autres compétitions à part finale rep à nouveau en septembre/octobre de l'année suivante. Donc ça fait une période de temps très très longue. Du coup, tu pourrais te dire ouais, bah, je vais construire à fond, ça va être bien machin. Sauf qu'en fait, vu que t'es dans ce truc où t'es sorti des gros objectifs, t'es un peu moins dedans, tu procrastines aussi parce que tu te dis j'ai le temps entre guillemets. Et du coup, euh, et du coup, ça peut être un petit peu l'erreur à ne pas faire, c'est-à-dire de bah, tout simplement avoir une moins bonne fréquence d'entraînement, etc. Alors que si tu as une compétition intermédiaire en quelque sorte, eh ben ça te, après je dis pas le mois suivant, tu vois, mais genre peut-être entre les deux, tu vois, et ça laisserait peut-être 4 5 mois quand même. Donc ça ferait quand même largement de quoi construire aussi. Eh ben ça serait intéressant et ça permettrait de rester stimulé et de rester motivé aussi. Donc je pense que tu vois après réflexion, je dirais même qu'il faut chercher vraiment à trouver des compètes, quel que soit son niveau, tant qu'on a le niveau minimum requis qu'on a mentionné avant.
pour quand même avoir une fréquence assez importante et garder la hype en fait tout simplement parce que je pense que ça peut être très très utile. Mm. Ouais, carrément. J'ai retrouvé ce qu'il m'avait dit, du Mais coup. bon, c'est parti. Et en fait, il m'a dit quelque chose de très vrai. Et en plus de ça, lui, il est assez jeune, donc c'est faire preuve aussi de maturité d'avoir ce genre de réflexion. Et en fait, il m'a dit un truc, il me dit, ouais, mais en fait, les phases les plus importantes, c'est les phases en dehors des phases préparatoires aux compétitions. Et ça, on vous l'a déjà dit, mais c'est hyper vrai. Et peut-être que le focus, bien évidemment, sur une phase préparatoire, faut qu'il soit hyper important, mais c'est pas pour autant qu'il faut que ça soit moins important sur les phases de construction en dehors des phases préparatoires. Parce que c'est là, en fait, où vous allez construire. C'est comme qu'on vous disait avec une échelle un peu plus petite en début de bloc, quand vous faites pas gaffe à vos exécutions parce que c'est trop facile, et ben en fait, c'est la même chose. C'est que le focus, en fait, ça demande une concentration psychique hyper importante, mais c'est de tous les instants presque. Alors, on est humain. Il y a C'est vrai. des choses en dehors de l'entraînement qui se passent et forcément, on ne peut pas être comme ça linéaire. C'est comme la motivation, c'est comme la forme, c'est comme tout. Mais en fait, il faut vraiment se faire violence et il faut être objectif et, comment dire, regarder, prendre un peu de recul, un peu de hauteur et analyser la situation et rectifier le tir à ce niveau-là. C'est pour ça aussi que nous, on vous conseille toujours d'être suivi par quelqu'un parce que ça va vous augmenter cette objectivité et que si vous faites de la merde, entre parenthèses, vous allez vite le savoir, en tout cas si vous avez un bon coach. Et ça c'est important et ça, c'est un truc, c'est vrai que et même on le voit, alors ça, tu vois, le mec qui m'en parlait, c'est un mec qui est, on va dire, intermédiaire confirmé, mais on le voit chez même des athlètes élites, des mecs qui, en dehors des phases préparatoires, on va dire, franchement, ils font pas ce qu'il faut réellement. Et par contre, quand il y a une échéance, ils commencent à se bouger le cul Ouais. un mois, 2 mois avant, quoi. Ils arrivent à sortir des trucs parce que les mecs, c'est des ovnis, ils sont très doués, etc. Et, donc, ils arrivent à progresser à une vitesse faramineuse. Mais si vous faites partie du commun des mortels, vous n'allez pas pouvoir être. En fait, faut être. Parce que tu sais, il y a souvent ce truc-là de ouais, alors là, tu vois, j'ai une compétition dans 2 mois, je me prépare. Et bon, bah voilà, je sais pas que j'ai bricolé, mais j'ai maintenu, on va dire, hein, Ouais. toute l'année. Et là, pendant 2 mois, je vais essayer vraiment de progresser. Mais en fait, et ça, chez Superphysique, c'est un truc qu'on parlait souvent, et je suis vraiment encore d'accord avec ce principe-là, c'est être prêt toute l'année. Parce qu'il y a des mecs, ils sont prêts en réalité 2 mois dans l'année. Alors que, alors que moi, je serais plus. Enfin, forcément, tu vas avoir besoin d'un bloc préparatoire à une compétition pour faire un picking et tout. Mais il faut être prêt toute l'année. Si par exemple tu te relâches trop, le focus est vraiment perdu et tout, pour moi, déjà, tu n'es pas un athlète sérieux et que voilà, tu mets pas toutes les chances de ton côté, quoi. Là, tu définis la mentalité CrossFit. Là. La mentalité CrossFit, c'est être prêt tout le temps à produire, être le plus performant possible dans tout type d'effort. C'est exactement ça. Et c'est vrai que Ouais, ça, c'est un truc, tu vois. C'est un truc qui est assez juste, tu vois. Bah, pour moi, en fait, c'est un peu la logique. Ce CrossFit, c'est ça, tu vois. C'est être un athlète au sens strict du terme. Être un athlète, c'est ça, tu vois. C'est être le mec qui peut un peu, qui peut courir, qui peut escalader, qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Et le faire bien et le faire. Tu vois, typiquement, moi, c'est le truc que je dis, c'est que t'es pas un athlète. Si tu fais une série de 8 au squat et que il te faut 30 minutes pour t'en mettre, tu vois. C'est, non, mais c'est vrai. Et que tu sais, tu dis, tu fais une série de squat et que tu es en mode no pain, no gain, c'est à la vie, à la mort, c'est terrible, etc. Non, tu vois, t'es censé avoir cette complémentarité aussi, tu vois. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et ça, après, bah, je pense que une façon de s'aider à le faire, c'est le truc que j'ai mentionné tout à l'heure, tu vois. C'est de se fixer des. C'est un peu le principe, en fait, d'échelonner ses objectifs en ayant des objectifs sur du plus ou moins du moyen terme, on va dire, en ayant des compétitions à intervalles plus réguliers, tu vois. Parce que c'est vrai qu'en fait,
t'es tenté, tu sais, de te fixer des objectifs assez hauts sur du long terme. Et c'est important d'avoir de la vision long terme et tout, surtout dans cette activité-là, comme on l'a dit. En fait, le truc, c'est que quand tu as des objectifs hauts, c'est mais qui peuvent être réalisables, mais où il faut quand même se bouger le cul, tu vois, genre des plus 15 kilos, etc., sur des barres en, je sais pas, 8, 10, 12 mois, et ben, c'est possible. Mais le truc, c'est que c'est possible si tu t'y mets vraiment et que tu t'y mets tout du long. Parce que tu sais, il y a trop ce truc de te dire, bon, bah, j'ai du temps et je procrastine, comme je disais tout à l'heure. Sauf que si tu fais ça, ou que tu testes, que tu tâtonnes, tu fais des trucs un petit peu. Tu vois, par exemple, moi, je sais que, justement, l'année dernière, là, enfin, l'année où j'ai pas fait du tout de compétition, et ben, j'avais testé des trucs sur quoi, je sais pas, sur peut-être, je me rappelle plus très bien, mais sur peut-être un petit peu tout, tu vois. Peut-être pas trop les dips, mais peut-être en tout cas pas mal sur le squat et les tractions. Et tu vois, bah, ça a fait que pendant un long moment, j'ai pas, si le squat ça va, mais sur les tractions, j'ai pas tellement progressé. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai trop testé de trucs en me disant j'ai du temps, de toute façon, voilà. Et finalement, bah, concrètement, j'ai perdu un petit peu ce temps-là, tu vois. Même si tu le perds jamais dans le sens où t'acquiers l'expérience, etc., machin, mes couilles. Mais tu vois, en fait, si tu fais des trucs un peu plus traditionnels directement, en fait, c'est ça, tu vois. Tu te dis, ouais, si dans 3 mois, là, j'ai une compétition où il y a mon ego qui est en jeu et faut pas que je fasse le con. Bah, tu vas pas t'amuser à venir tester 40 000 trucs. Tu vois, tester des trucs plus ou moins exotiques, etc. Tu vas faire ce qui marche. En fait, parfois, c'est ça, tu vois, faut revenir à ce qui marche. C'est au fait, quand on veut tester des choses de manière générale, pourquoi est-ce qu'on veut tester des choses? C'est parce qu'en fait, on a envie de trouver le truc qui va permettre de progresser plus vite que les autres, eux, n'ont pas trouvé, tu vois. Qui va permettre de faire moins d'efforts, enfin, moins d'efforts peut-être pas, mais en tout cas d'aller plus vite, tu vois. Et le truc, c'est qu'en fait, si ça existait vraiment, bah, déjà, ça se saurait certainement. Et puis même, admettons, c'est vrai qu'on connaît pas tout dans l'activité, etc. Mais en fait, quand on s'y connaît, j'ai envie de dire, humblement, enfin, non, pas tellement, mais comme nous, et ben, en fait, tu vois, on sait que il n'y a pas de truc qui fonctionne vraiment plus vite que ce qu'on fait nous, tu vois, en réalité. Et que tous ces trucs de test, et ben, c'est un peu comment dire, de la poudre pour faire beau, etc., tu vois, mais c'est vraiment, en fait, cette alternance entre phase de construction, phase d'exploitation de ce que tu as construit. Et en fait, les mecs qui progressent vite, tu vois, moi j'y pense parce que tu vois, là, en ce moment, il en sort pas mal et je regarde un petit peu ses vlogs, là, The Panache. Et tu vois, lui, tu vois, c'est vrai qu'il a une progression en ce moment qui est assez rapide. Je regarde un petit peu ses entraînements. Bon, évidemment, les vlogs, c'est pas représentatif de toute sa programmation. Je vois pas exactement ce qu'il fait, même si je saisis un petit peu les idées. Mais bon, il montre évidemment ce qu'il veut montrer. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il fait quand même vachement de singles, avec des RPE quand même assez élevés, plusieurs fois dans la semaine, sur les 3 mouvements de compétition assez souvent, etc. Et ça, tu vois, moi, c'est ce que j'apparenterais à vraiment de l'exploitation de ce que tu as construit. Donc, pour lui, ça fonctionne. Euh, en fait, si tu veux, ça peut fonctionner pour certains, parce que se faire des singles, c'est le truc un petit peu, bah, c'est le truc spécifique, on en a déjà parlé. Mais le problème de ça, c'est que si tu fais que des singles avec des RPE assez élevés, tu peux vite te cramer, tu vas pas construire et musculairement et techniquement, parce que répéter qu'une seule fois la technique, eh ben, c'est pas suffisant. En plus, si tu la répètes à haute intensité, bah, tu es contraint par la charge, donc tu peux pas te permettre d'avoir un focus technique interne important, etc., etc. Et cetera. Et du coup, bah, c'est des choses qui peuvent fonctionner pour certains, mais en réalité, au bout d'un moment, on en voit les limites, et soit tu te blesses, soit tu stagnes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ce truc de voir les choses sur du long terme, construire, mais quand même se fixer des paliers à échelle plus ou moins régulière pour pas tester 40 000 trucs un peu cons et rester en fait sur cette logique très simple de je construis, j'exploite, je construis, j'exploite, en alternant ça et en ayant suffisamment de temps alloué aux phases de construction. Et du coup, bah, sous-entendu, suffisamment d'espace entre les phases de test, comme on avait dit, donc à peu près 3 blocs, 4 blocs quand tu commences à être assez avancé. C'est mieux 4 blocs, ça laisse un peu plus de temps parce qu'il faut plus de temps pour construire à chaque fois, quoi. Ouais. Et je réfléchissais à un truc en même temps. C'est aussi comment cette capacité à se réfréner sur les tests qui va faire que vous allez vraiment beaucoup progresser ou un peu progresser. Parce qu'il y a des gens qui sont obligés de se tester régulièrement. On voit que ceux-là, ils progressent bizarrement moins bien que ceux qui se testent, qui ont la capacité à vraiment espacer les tests, à se dire, bon, là, pendant 6 mois, je vais pas du tout me tester, ça va être assez frustrant parce que je vais sûrement être sur des rep range
et peut-être des intensités aussi qui s'apparentent très peu à une rep, enfin voilà, Ouais, sur une single. carrément. Ouais. Et ça aussi en coaching, tu vois, on est obligé vachement de modérer là-dessus parce que l'adhésion au programme, elle est importante, mais comment raisonner, un peu expliquer pourquoi on fait ça, dans quel but, C'est ça, ouais. et aussi de dire, voilà, si tu testes trop, voilà, il y a ça qui risque d'arriver, etc. Après, vous êtes toujours, c'est vous qui avez le dernier mot. Nous, on vous dit simplement ce qu'on en pense d'après notre expérience, etc. Mais après, c'est vous qui appliquez les choses. Donc c'est pareil pour la fréquence des compétitions. Souvent, qu'on démarre la pratique, on a envie de faire des compétitions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut comprendre au fur et à mesure que voilà, c'est pas productif au bout d'un moment. Voilà, tous ces trucs-là, ils sont hyper importants, mais il y a un aspect psychologique qui est top. Et en fait, vous devez faire confiance comment dire, au bloc, à la succession Processus. des Ouais. blocs, au processus, parce que si vous remettez tout le temps en question parce que on vous fait pas de test, parce que ça arrive souvent. En gros, j'ai pas l'impression de progresser, mais en fait, si tu progresses sur des formats qui ont plus de reps, etc. C'est C'est juste que ça, tes là, pour techniques l'instant, progressent, il y a plein de ouais, choses, c'est oui, oui. ça. Plein de Il y a, il y a, facteurs, il ouais. y a, il y a plein de trucs qui progressent. De toute façon, moi, je vais vous dire un truc. Hein, alors peut-être, enfin, vous allez peut-être pas me croire, mais moi, de toutes les personnes que j'ai suivies, il n'y a jamais quelqu'un qui n'a pas progressé. Même quelqu'un qui n'était pas impliqué, dont d'une certaine manière, il a progressé. Après, peut-être pas à la hauteur de ses espérances, de ce qui était prévu, etc. Mais il a progressé. Et je reviens aussi sur ce que tu as dit et l'importance de ça. Et c'est d'ailleurs, moi, tu vois, personnellement, j'y pensais et je me disais, bon, c'est un truc que je fais moins qu'avant. Avant, j'avais plus tendance à faire ça et je pense que je vais y revenir. Mais de vous noter noir sur blanc, sur un papier, sur votre bloc-notes, Ouais. et même si c'est pas une répétition, genre sur des formats, je sais pas, un Oui, quatre oui, fois oui. 6 j'ai envie d'atteindre telle charge sur le prochain bloc, ou sur, par exemple, dans 3 mois, j'ai envie d'atteindre ce truc-là et tout. Et moi, je sais que je faisais beaucoup ça avant. Et tous les trucs que j'avais notés, eh ben, j'ai toujours fini par les atteindre. Et aussi, soyez pas non plus, et ça, bon, alors on vous le dit tout le temps, mais soyez réaliste dans ce que vous fixez. Parce que vous allez être influencé par ce que vous voyez sur Internet, beaucoup, les progressions d'Internet, ce qui sont pas les progressions du réel, on va dire. Hein. Bien Et sûr, ouais. donc, voilà, des petits objectifs comme ça que vous allez atteindre. Et en plus, c'est hyper satisfaisant, moi, je trouve. Limite plus que un gros objectif, c'est un peu l'accomplissement. Mais les petits objectifs aussi, c'est ce qui va maintenir votre focus, en fait. C'est ce qu'on parlait juste avant. Bien sûr, Sans ouais. pour autant avoir des compétitions. Donc ça, ouais, c'est hyper important. Mais ça, c'est un truc, je pense, alors moi, je vous en ai déjà parlé. Peut-être que c'est un truc qu'on fera avec Victor. Mais aussi, ce qui serait intéressant dans notre pratique, c'est de définir justement des paliers comme ça qui font référence à un certain niveau sur plusieurs exercices pour que justement les pratiquants puissent se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Et en plus de ça, comment enlever un peu cet aspect, et ça, moi, c'est pas que je le déplore parce que c'est important qu'il soit présent, mais il y a un côté très élitiste dans notre sport, même encore plus que le powerlifting, je trouve. Et alors, moi, en fait, mon objectif, et je pense que Victor aussi, c'est de démocratiser cette discipline et de la rendre accessible. Et tu vois, j'avais quelqu'un au téléphone hier pour un coaching, et en fait, la personne, elle me disait, moi, j'aimerais faire du street lifting, mais dans un but loisir pour l'instant. La compétition, ça m'intéresse pas. Et en fait, le street lifting ne doit pas être un sport à but uniquement de compétition. Ça peut être aussi un sport hyper intéressant, et moi je pense qu'il l'est,
hyper intéressant pour le développement de la masse musculaire, de votre force, de votre esthétisme, et aussi l'acquisition de mouvements gymiques hyper stylés, qui va être hyper satisfaisant pour vous. Donc en fait, il est hyper intéressant et je pense que en fait, avec Lift Trainer, à ce que fait Victor aussi, c'est que tu vois, un peu moins mettre le focus sur ce truc de compétition. Voilà, moi je me mets au street lifting pour faire les FNSL. Je me mets au street lifting pour faire final rep. Mais tu peux aussi, je sais pas, admettons, avoir un profil complètement différent de ce qu'on voit, de ce qu'on voit d'habitude. Et je raconte une connerie. Sarah, 35 ans, elle a vu des vidéos de street lifting et tout, ça se trouve par Baki ou par autre chose complètement différent et tout. Elle trouve ça stylé. Elle veut pas faire de compétition parce que ça l'intéresse pas ou parce que voilà, je sais pas, elle est réaliste et peut-être qu'elle a été sédentaire pendant 10 ans avant et qu'elle sait qu'elle pourra jamais faire les fronces de FNSL. Mais elle trouve ça intéressant comme approche de la musculation et elle veut faire du street lifting pour se développer. Et ça, c'est un truc que, enfin, je trouve qu'il n'y a pas encore assez, et je pense que c'est un truc qui est amené à évoluer forcément, mais aussi c'est hyper intéressant. Et donc, si vous nous écoutez, et que si vous, c'est pas votre objectif de faire de la compétition, parce qu'on parle souvent de compétition, mais c'est complètement OK en fait. Il y a aucun problème avec ça. Et dans toutes les autres disciplines, c'est le cas, et c'est moins le cas avec le street lifting, excusez-moi, forcément parce que c'est une discipline qui est très jeune. Mais c'est un truc qui va évoluer, quoi. Ouais, mais c'est comme ce que tu as dit, c'est vrai que le street, je pense, et ça va finir par progressivement devenir le cas à force que ça se popularise, ça va devenir de plus en plus aussi une pratique qui va avoir pour but, pour viser, de développer la masse musculaire, en fait. Parce que tu vois, au même titre que le powerlifting, avec la contraction powerlifting et bodybuilding, powerbuilding, eh ben, tu vas avoir un petit peu le même essor, peut-être avec du street building, entre guillemets. Le street lifting, c'est un sport qui peut permettre de développer vachement de masse musculaire et les mouvements permettent d'avoir un physique plutôt complet et harmonieux. Donc je pense que ça peut tout à fait évoluer dans ce sens-là. Et après aussi ce que tu disais avant là, que je trouvais intéressant, sur lequel je voulais rebondir, c'était un truc que je trouvais hyper intéressant, c'est une notion de, il faut se dire qu'en fait, quand tu veux chercher à progresser, tu vois, moi c'était un truc dont je parlais justement aussi il y a quelques jours là, c'est qu'il y avait un moment, je m'étais dit, j'avais comme délire de me dire, il faut que toutes mes séries de travail au squat, elles soient à 200 kilos et plus. Il faut que je passe ce palier-là et ça me fera progresser. Enfin, ça sera plutôt, pardon, signe que j'ai progressé, etc. Et du coup, pendant une phase d'entraînement, enfin, pendant plusieurs blocs, et ben, j'étais sur un truc comme ça où j'avais vachement de séries au-delà de 200 kilos, etc. Et 200 kilos, c'était très normalisé, à la fois au niveau de la vitesse, à la fois psychologiquement. J'avais pas d'appréhension à faire 200 kilos et plus. Et sauf que finalement, j'étais pas forcément plus fort sur une seule répétition. Ça s'était pas forcément transféré et retranscrit sur mon RM. Par contre, ce qui se passait, c'est que j'avais un peu plus de douleur, etc. Parce que forcément, je mettais un stress plus important. Je mettais plus lourd généralement. Là, par exemple, dernièrement, j'ai égalisé, mais assez facilement, hein, mon 5 RM que j'avais fait il y a assez longtemps. C'était sur une semaine d'entraînement. Enfin, c'est dans la continuité de la progression. Et j'avais fait 5 à 2,10 en gros. Donc, qui est une perf qui, par rapport à ce que je peux produire, n'est pas colossale. Je ne l'ai pas passé extrêmement dur, mais bref. J'ai fait 5 à 2,10. Sauf que vu que je savais que c'était mon 5 RM, j'avais quand même le truc en tête en mode une étape à franchir, etc. Sauf que je me suis rappelé que je pense que ça devait être quelque chose comme février de cette année. J'avais fait 6 fois 3 à 2,10. Donc là, en gros, j'ai fait 5 à 2,10, même si bon, c'est pas une fin de bloc ou quoi. Mais et il y a quelques mois, il y a quand même pas mal de mois, j'avais fait 6 fois 3 à 2,10, donc 6 séries au-dessus de 200 kilos avec seulement 2 répétitions de moins. Donc bref, un tonnage largement plus important. Sauf que à ce moment-là, j'avais un RM qui était bien moins élevé. Et là, en gros, ce que je veux dire, c'est la logique de rentabilité. La rentabilité, c'est quoi? C'est le fait de faire le moins possible, entre guillemets, et en obtenir le plus possible. Donc évidemment, le moins possible, ça veut pas dire de se branler les couilles, mais en gros, en fait, de comprendre qu'en fait, on peut ne pas mettre tant lourd que ça parfois et réussir à progresser énormément. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi hier. Hier, en fait, j'ai égalisé mon 3RM en traction. Je l'ai fait en dead stop. C'était la seule différence. Donc c'est vrai À que bah, ça 70 rajoute du coup. c'était un peu plus
c'était un peu plus difficile que si je l'avais pas fait en desktop, en gros. Et j'ai égalisé. Où est-ce que je voulais en venir? T'as Ah fait oui, c'est combien? ça. C'est pas une question importante. Tout est secret, ok? Comprends ça, tout est secret, gamin. J'ai égalisé mon troisième autre action, et oui, c'est ça. Et je voulais voir, en fait, parce que je sais que je l'ai fait plusieurs fois, en fait, hein, je l'ai égalisé plusieurs fois. Sauf que là, bon, et en fait, non, je me suis rendu compte que je l'avais pas refait depuis très longtemps. En fait, quand je l'avais fait, c'est quand j'ai faisais une grosse sèche, et je faisais genre 76 kilos, j'étais arrivé vraiment au max de ma sèche, donc j'étais vraiment très léger, je faisais, bah, combien du coup, 5 et quelques kilos de moins que maintenant. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était aussi satisfaisant et qu'en plus, comme je dis, je l'ai fait en desktop, mais bref, on s'en branle, c'est pas la question. Là, ce que je voulais dire, c'est que en gros, j'ai vu qu'en fait, il y a quelques mois aussi, enfin, il y a un peu plus, peut-être une année, et ben, je faisais pareil, aux tractions, beaucoup, beaucoup plus de séries, beaucoup plus lourdes que ce que je fais maintenant. Et beaucoup de ces séries-là étaient assez simples, avaient une grosse, grosse vitesse comparé à ce que je peux produire maintenant. Pourtant, à nouveau, euh, même exemple que pour le squat, je suis plus fort sur mon 1RM. Alors que pourtant, je suis entre guillemets moins fort sur des pourcentages élevés en série un peu mi-longue, on va dire. Donc, en gros, bref, ce que je veux essayer de dire et d'expliquer, c'est à nouveau donc cette logique de rentabilité. C'est en fait le fait de comprendre que là, c'est bon, je vais essayer de conceptualiser un truc qui est hyper important, mais que je vais avoir un peu de mal à définir. Il aurait fallu que je me pose pour vraiment y réfléchir. Mais bref, c'est qu'en gros, euh, on va dire qu'il faut exploiter tout un panel de pourcentages et de rep range pour progresser. C'est-à-dire qu'on peut progresser en faisant des séries de 10, on peut en faisant des séries de 10 à 70%, ou même moins. On peut progresser en faisant des séries de 5 à 80%, on peut progresser en faisant des séries de 3 à 90%. C'est pas la question. La question, c'est simplement, c'est entre guillemets plus viable, en quelque sorte, de progresser en faisant, par exemple, mais je donne un exemple comme ça, évidemment, mais des séries de 10 à 65-70%. Parce que c'est plus léger, tout simplement. Donc la charge elle est plus légère. Il y a moins de stress sur les articulations, il y a moins de stress sur les tendons, il y a moins de stress sur les tissus musculaires, il y a moins de stress en général. En plus, il y a ce facteur où le fait de faire du volume, ça va avoir un développement d'autres aspects qui sont trop délaissés quand on fait de la force. Et souvent, bah, les mecs, ils se tournent trop vite, ça on en a déjà parlé aussi, sur des rep range trop courts, sur des charges trop élevées. Et du coup, en fait, ils vont en quelque sorte cramer leur jauge. Et ce que je veux dire par cramer leur jauge, c'est ce que je faisais avant et ce dont je me suis éloigné, mais sans me rendre compte de ça maintenant, c'est en fait ce truc d'être, par exemple, je sais pas, tu vois, je vais dire une connerie, tu vois, au dips, le mec, il peut faire 3 répétitions à 120 et son 1RM, c'est 125, tu vois. Je te dis un truc au hasard comme ça. En gros, il a un 3RM qui est hyper proche de son 1RM. Parce qu'en fait, le mec, il s'est grave entraîné à faire des séries courtes et lourdes, proches, avec des hauts pourcentages, et il a en fait cramé un petit peu sa jauge. Alors que si le mec, il avait un 3RM qui était à 110, bien plus bas, mais que il avait un transfert de ce 3RM là qui était énorme, en fait, le gars, il aurait la possibilité de s'entraîner beaucoup plus léger et de progresser beaucoup plus, en fait. Parce qu'il aurait toute cette marge où son 3RM, bah, il pourrait s'augmenter et se rapprocher de plus en plus de son 1RM. Et du coup, ça ferait monter à nouveau son RM. Je sais pas si tu vois très bien ce que je veux dire. Ouais, non, mais Si, ouais, moi, je vois ouais. complètement. Et en fait, ça, c'est un truc qui est hyper important. Plus vous avez des 4RM, 5RM, 3RM proches, enfin des séries courtes RM loin de vos max, plus c'est positif. Parce que c'est-à-dire que vous pouvez les augmenter vachement. Et si vous les augmentez vachement, ça augmente à nouveau votre marge de progression. Et du coup, ça veut aussi dire que vous pouvez progresser avec du léger. Là, au squat, moi, ça fait, je pense, 3 4 mois que je progresse, mais comme, enfin, énormément, en fait, en n'ayant pas du tout de douleur et en faisant énormément de séries de 8, de 10 reps, mais vraiment léger, quoi. Vraiment, d'un bloc à l'autre, c'est pas les séries qui montent le plus parce que je fais pas que ça comme Ouais. format, mais c'est Alors, pas les séries qui montent le plus. quand on vous dit léger, Oui, c'est pas sub 5, hein. Ok. oui, voilà. C'est quand même, T'imagines, le voilà. mec, il est sub 5 tout le temps, il explose, c'est un RM. Ouais, ouais, non, mais bah, après, tu Ça, vois, c'est parfois, incroyable. pendant des périodes de temps, bah, ça, après, ça, ça, c'est une autre considération. En gros, pareil, ça dépend à la fois des profils et à la fois du niveau. Mais pareil, quand on a un niveau très élevé, enfin, très élevé, assez élevé, eh ben, on vous a déjà fait la simplification de, un bloc, de 4 semaines, semaine 1, RPE 5-6, semaine 2, 6-7, 3, 7-8, 4, 8-9. Sauf qu'en fait, quand tu es très expérimenté, plus fort, etc., tu peux plus du tout faire ça. Tu peux pas commencer un bloc RPE 5-6. Tu commences un bloc RPE 5-6, ça peut déjà être, entre guillemets, même si 5-6 c'est pas élevé,
ça peut déjà être trop coûteux, en fait. Parce que les charges que tu vas mettre pour faire 5-6, elles sont déjà importantes dans l'absolu. Et du coup, le stress que ça va t'appliquer, il va être important. Donc c'est pour ça que parfois il faut commencer très simple, un bloc parfois, quand on a un niveau assez avancé, et se laisser avoir des gaps un petit peu plus élevés, aussi pour récupérer mieux des blocs de précédents, etc., etc. Mais bref, ça c'était une considération que je voulais partager et que je pense qui est extrêmement importante à avoir, c'est le fait de pas négliger les séries assez longues, et aussi je dirais, dernier truc, que aussi je m'étais rendu compte que là, donc moi je fais pas mal de posées aux tractions, ça m'a vachement fait progresser, et je sais que j'en avais fait un petit peu avant, mais j'en avais pas fait beaucoup. Et en fait, bah, je regardais hier justement mes posées que je faisais avant aux tractions, et je les faisais en fait beaucoup plus lourd que maintenant, et beaucoup plus rapide que maintenant. Genre, j'avais une vitesse de fou furieux. Alors je voyais les trucs, j'étais en mode mais c'est quoi ce délire? J'étais super fort en posée en fait. Et le truc c'est que je retirais pourtant beaucoup moins de ces séries-là que des séries que je fais maintenant. Parce que l'intention que j'ai derrière, en termes d'engagement musculaire, en termes de positionnement, en termes comment dire, bref, de réalisation technique, on va dire, eh ben, il est totalement différent, ce qui fait que ça me rend le mouvement plus difficile, qui fait que je peux mettre des charges moins élevées, mais que j'ai une rentabilité qui est beaucoup plus importante à nouveau. Donc, à nouveau, j'arrive à mettre moins lourd et à progresser plus. Parce que aussi, j'accentue la pose, parce que aussi, ce que je faisais en fait avant, quand je faisais mon posé pour décrire le truc simplement, et pour vous expliquer aussi comment ne pas faire des tractions en posé, c'est que je mettais une impulsion de fou au début. Parce que ce qui était ma capacité de base, c'est que j'étais très très fort au démarrage, extrêmement explosif. Et avec ça, je créais une inertie de ouf, ce qui faisait que j'avais quasiment plus à tirer après. Et après, paf, je jetais mon menton, je le posais sur la barre, et j'étais pas en tension en fait. C'était ma nuque, entre guillemets, presque qui travaillait. Évidemment, je tirais un peu avec les bras, ma tête soulevait pas tout le poids, mais globalement, en fait, j'avais pas la bonne intention derrière le posé. Alors que le posé, l'intention à avoir, c'est de tirer longtemps, de renforcer la fin du mouvement et de évidemment laisser un petit espace entre la nuque, enfin le menton et la barre pour renforcer la fin du mouvement et pas se délester avec le coup. Donc ça, voilà. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, je mets moins lourd en posé, je suis plus dur en posé sur des charges plus faibles, mais pourtant, mon 1RM est plus élevé et ça se retranscrit mieux sur mon 1RM. Donc, à nouveau, c'est ce truc de bien faire ses variations, d'avoir les bonnes intentions. Pareil, quand vous faites des séries de 10, je vous ai dit de faire des séries de 10 pour progresser. Faites pas des séries de 10 en les faisant à toute vitesse, sans dead stop, par exemple, pour des dips, en tension continue, sans réinitialiser la position. Parce qu'en fait, vous ferez ça, bah ok, vous mettrez sûrement plus lourd parce que le temps sous tension, il sera moins élevé. Mais pour le coup, la transférabilité, elle sera beaucoup moins importante. Prenez le temps de vous réinitialiser, la série durera plus longtemps, du coup, le temps sous tension, il sera plus élevé, du coup, vous mettrez moins lourd, ce sera plus dur. Mais vous progresserez quand même mieux, et à nouveau, vous aurez un DRM, par exemple, qui sera moins élevé que si vous faisiez en tension continue, mais vous aurez quand même un 1RM proportionnellement qui sera plus élevé. Donc en fait, c'est vraiment cette logique-là de s'entraîner quand même proprement sur ces mouvements de pompe, en sachant mettre de la vitesse, en sachant mettre de l'intensité, mais en restant quand même propre avec les bonnes intentions. Et on se rend compte qu'en fait, on se fait moins mal et on progresse mieux. Donc ça, c'est vraiment un truc que je voulais partager parce que j'en ai encore plus pris conscience dernièrement en regardant des vieilles vidéos d'entraînement, en me disant putain, mais en fait, maintenant, je suis une merde, entre guillemets, une merde sur des formats, alors qu'en fait, je suis quand même plus fort dans l'absolu. Donc ce qui reste le plus important, évidemment. Ouais. Bah, j'espère que vous avez pris note de, de cette masterclass. En tout cas, nous, on vous invite toujours à la fin de ce podcast à laisser des commentaires si vous avez des idées pour les prochains sujets, les prochains épisodes. Lâchez un petit like aussi sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Perfect.